Bonjour. Je m'adresse aux étudiants des filières SMP1 et SMC1. Il concerne l'atomistique. On va traiter maintenant dans cette partie les modèles classiques utilisés pour révéler les secrets de votre atome, c'est-à-dire déterminer certaines propriétés qui sont importantes, comme l'énergie, comme le rayon entre noyau et électrons. Bien sûr, ici, on va s'intéresser uniquement à l'atome d'hydrogène dans lequel j'ai un seul électron qui gravite ou qui tourne autour du noyau qui est le proton. Bien sûr, on va s'intéresser aussi aux ions hydrogénoïdes. Ce sont des atomes qui ont un seul électron. Très bien. Cette discipline, cette partie, bien sûr, est enseignée par l'équipe pédagogique qui est formée par moi-même, professeur Hilali Mustafa, dont je présente cette partie-là, et puis Madame Tamimi et Monsieur Driss Bkas. Donc, notre chapitre 2, ça concerne, elle est intitulée « Modèle classique appliqué à l'atome d'hydrogène et ions hydrogénoïdes ». Voyons un peu le programme de cette partie-là. Donc, dans ce chapitre, nous allons présenter une introduction. Après cette introduction, bien sûr, on va commencer par la première partie, le premier paragraphe, qui est théorie électromagnétique de Maxwell. Puis, on va présenter un modèle ancien, c'est le modèle planétaire de Rutherford. Et puis, je vais traiter un modèle rectifié par Bohr. C'est le modèle de Bohr. Après, on verra le spectre, bien sûr, de la démission de l'atome d'hydrogène. Et l'analyse de ce spectre-là qui va me donner certaines propriétés importantes. C'est-à-dire, on va essayer d'interpréter le spectre par spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Et puis, on va attaquer, ici, comme on dit, l'ion hydrogénoïde. C'est un ion, comme j'ai dit, qui contient un seul électron qui tourne autour du noyau. Mais le noyau, il est formé par plusieurs protons, bien sûr, et des neutrons qui sont non chargés. Je commence par notre introduction. Donc, chapitre 2. C'est modèle classique de l'atome. Donc, dans l'introduction, je sais que la révélation ou bien la détermination des constituants de l'atome, c'est basé principalement sur l'interaction entre rayonnement, entre lumière et matière. Donc, la lumière, ce sont des rayonnements électromagnétiques. Bien sûr, ces rayonnements électromagnétiques vont interagir avec la matière. Bien sûr, la matière, là, la matière, ça veut dire isoler dans une enceinte, bien sûr, un gaz. On peut choisir l'hydrogène comme gaz. Bien sûr, l'hydrogène, il a un seul électron et un seul proton de charge moins E et le proton de charge plus E, dont la valeur de E,
c'est 1,6 10 moins 19 coulombs. J'ai parlé d'une onde électromagnétique. Bien sûr, je vais essayer d'expliquer d'une façon très brève, ou bien bref, les caractéristiques de cette onde électromagnétique. C'est la théorie électromagnétique de Maxwell. Donc, d'après Maxwell, tout rayonnement se propage périodiquement. Bon, quand je dis un champ électromagnétique, ça veut dire j'ai un champ électrique et un champ magnétique. Bien sûr, magnétique. Et vous avez ici la direction, on l'a fait X, du champ électrique, la direction où l'électron va traverser pour interagir avec la matière. Très bien. Si je vois l'allure de cette fonction, de cette variation périodique du champ électrique, je vais la dessiner comme ça. Ça, c'est le champ électrique. Bien sûr, le champ magnétique, elle est perpendiculaire à ce champ-là, hein, et on aura quelque chose comme ça. Donc, ici, c'est A. C'est l'amplitude. Bien sûr, à chaque instant, vous avez variation du champ électrique, à chaque instant. Donc, si on détermine l'expression analytique de la variation du champ électrique, hein, je vais montrer que E, bien sûr, la variation périodique du champ électrique est fonction de quoi? De A, de X, du temps et bien sûr de la fréquence de ce rayonnement électromagnétique. Hein. Donc l'énergie est égale à A, l'amplitude, fois le cosinus de 2pi fois mu T moins X sur C. Ça, c'est l'expression analytique de la variation périodique de notre champ. Voilà votre champ électrique. Voilà la direction du rayonnement lumineux. Bien sûr, comme j'ai fait ici, là, j'ai une fréquence. Une fréquence ici, nu. C'est une fréquence. On va essayer de définir qu'est-ce que c'est une fréquence. Ça, c'est la position à l'instant T, hein, de chaque ici, par exemple, à l'instant T, vous avez un champ électrique bien déterminé. Bien sûr, C, c'est la célérité de la lumière. Célérité de la lumière. Cette célérité, je vais raconter la vraie, par après, je vais vous donner la vraie définition et la dernière définition de la célérité de la lumière, ça veut dire aucun corps ne peut dépasser cette vitesse. Hein? Il y a des scientifiques qui ont montré que le neutrino possède une énergie qui est supérieure à celle de la lumière, mais leur article était faussé, était injuste. Donc, c'est pour cela, pour déterminer une vitesse exacte qui est supérieure, il faut la vérifier. Bien sûr, il faut la vérifier une fois, ce n'est pas une seule fois. Hein? Ils ont montré qu'ils ont un détecteur de vitesse qui est faux. Donc, ils ont faussé l'article, donc c'est pour cela, même leur laboratoire était détruit, était éliminé. Bon, c'est très bien. Revenons à notre cours. Maintenant, j'ai une fréquence, j'ai A, c'est notre amplitude. L'amplitude, si je regarde les dimensions d'IA là, c'est quoi? C'est entre le maximum, ici, ça c'est amplitude. Bien sûr, j'ai une fréquence. La fréquence est en fonction de cette distance-là.
Cette distance-là, on l'appelle longueur d'onde. On l'appelle lambda. C'est une longueur d'onde. Donc, je vais définir qu'est-ce que c'est une longueur d'onde. Bien sûr, quand je dis une distance, ça veut dire parce que j'ai ici la direction x, hein, c'est une distance. Donc, la distance entre deux maximums de la fonction périodique définit, bien sûr, la longueur d'onde. On appelle ça longueur d'onde. Bien sûr, la fréquence, on verra la relation entre la fréquence et cette longueur d'onde. Très bien. Maintenant, définissons qu'est-ce que c'est la vitesse de propagation. La vitesse de propagation que j'ai fait ici s'appelle la célérité de la lumière. Elle est de l'ordre de 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. Maintenant, qu'est-ce que c'est la longueur d'onde? Donc, je définis la longueur d'onde. C'est la distance entre deux maximums. Elle est exprimée en mètres. Donc, la longueur d'onde, c'est une distance, hein, bien sûr, de l'onde du rayon électrique, parce que j'ai la propagation du champ électrique et la propagation du champ magnétique. Je m'intéresse au champ électrique. C'est la distance entre deux maximums. Bon, elle est définie, voyons le diapositive ici, c'est la distance entre deux maximums. Hein? La fréquence nu, qu'est-ce que c'est? Nu, on la mesure, donc mu, c'est la distance entre, la fréquence, c'est quoi? Hein? C'est le nombre de ce longueur d'onde par seconde. Ça veut dire quoi? Je prends le chronomètre, hein, et je le déclenche et je vais déterminer combien vous avez de maximum. 1, 2, 3, 4, etc. 1000, 2000, 3000. Ça va? Donc, je définis la fréquence, c'est le nombre de longueurs d'onde par unité de temps. Ça va? C'est comme ça que j'ai défini ma fréquence. Cette fréquence est égale à C sur lambda. Ce sont des relations de Planck, Einstein, bien sûr, Louis de Broglie. Donc, d'après ces relations, on va vous initier aux caractéristiques de ce rayonnement, dans laquelle cette célérité C, l'unité de LC en mètres par seconde. Ça, c'est en mètres. Je divise le mètre par mètre, c'est égal à seconde moins 1. Et cette seconde moins 1, cette valeur, la valeur, ou bien l'unité seconde moins 1, c'est le Hertz. C'est HZ, comme abréviation. Très bien. Maintenant, je vais introduire, j'ai la longueur d'onde, j'ai ici la fréquence. On va introduire là le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes est égal nu bar. Nu bar. Cette nu bar, ça va, c'est quoi? Tu prends l'unité de distance, hein, c'est-à-dire 1 centimètre, et tu comptes, c'est un comptage, donc un comptage de quoi? De nombre d'ondes. Combien vous avez de longueur d'onde? Donc, je définis le nombre d'ondes comme le nombre de longueurs d'onde par unité de longueur, par centimètre. Très bien. Donc, cette valeur, l'expression de nu bar, est égale à 1 sur lambda. L'unité, c'est en centimètres moins 1. Généralement, soit mètre moins 1 ou bien centimètre moins 1, mais généralement, on va utiliser le nanomètre ou bien le centimètre moins 1 comme référence. Donc, j'ai défini maintenant 3 caractéristiques, hein, la longueur d'onde, la fréquence et, bien sûr, le nombre d'ondes.
La relation qui lie ces trois grandeurs, c'est que mu égale à C sur lambda. Mu est égal à C sur lambda égale à C fois mu bar. Ça, c'est la relation. Maintenant, voyons l'énergie. L'énergie est très importante. Donc, l'énergie du rayon électromagnétique ou bien du champ électrique, c'est de l'énergie qui se déplace. Sans support, ça veut dire sans interrupteur. Quand j'appuie ici, il y a un support qui est bien déterminé. J'allume et j'éteins. Mais une énergie qui se déplace est sans support. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut chauffer, par exemple, je prends la télécommande et j'essaie d'appuyer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un rayonnement qui se déplace. Bien sûr, ici, on a un rayonnement infrarouge. Ce rayonnement, le processus provoqué par l'infrarouge, c'est la vibration. Donc, il y a l'interrupteur, phénomène d'interrupteur-interrupteur. Il va le vibrer, il l'ouvre et le ferme. Donc, c'est une vibration. Okay? Il va vibrer, bien sûr, bien sûr, un circuit intégré qui contient un bouton, il vibre. Allumé, éteint, etc. Donc, cette énergie-là, elle est sans support. En commun, on remarque que cette lumière peut chauffer. Comme ici, vous avez des ampoules, à côté des ampoules, il y a une émission. On regarde une lumière. Ça veut dire qu'elle est visible, soit blanc, soit jaune. Ça dépend du gaz introduit dans les ampoules. Okay? Donc, je regarde ici, à côté de la lumière émise, elle est chaude. Donc, il peut chauffer, il peut refroidir. Ça dépend de la nature du processus à laquelle elle est entraînée. Hein? Donc, elle a des effets thermiques, des effets électriques, etc. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que l'énergie, l'expression de l'énergie, égale à H nu. Ça, c'est la relation de Planck-Einstein. De Planck-Einstein. Donc, c'est une relation bien connue dans laquelle, ici, Planck y a introduit une constante, il a fait une relation entre l'énergie transportée, son support, en fonction de la fréquence de cette onde électromagnétique. La relation, il a trouvé que cette constante, c'est la constante de Planck, elle est en joules seconde. Ça veut dire, cette énergie, c'est en joules, hein? Ça, c'est joules seconde, et puis seconde moins 1, c'est une fréquence. Donc, vous éliminez l'unité seconde, et il reste joule. On peut mesurer cette énergie transportée sans support en électronvolts, en joules, en kilocalories par mol. Donc, il y a plusieurs unités de mesure de cette énergie-là. Donc, maintenant, la constante de Planck est égale à 6,6. Donc, H égale à 6,626, 10 à la puissance moins 31 joules seconde. 34, je crois. 34 joules seconde. Ah, j'ai commencé à faire des erreurs. Il faut rectifier les valeurs. 6,626, 10 moins 34 joules seconde. Donc, très bien. Très bien. Maintenant, je vais, donc bien sûr, chaque rayonnement, il a une intensité. Cette intensité-là est proportionnelle du carré de l'amplitude. Donc, I est égal à A au carré. Très bien. Donc, à partir de là, je peux déterminer les caractéristiques de chaque lumière. Bien sûr, le rayonnement électromagnétique est composé
de plusieurs régions. Et ça dépend de l'énergie, bien sûr, la fréquence et la longueur d'onde. Donc, la relation que je vais retenir, elle est globale. C'est que l'énergie est égale à H nu, égale à H C sur lambda, égale à HC fois nu bar. Donc, vous avez une relation qui gouverne les caractéristiques, qui détermine les caractéristiques de chaque, bien sûr, les caractéristiques de l'onde envoyée. De l'onde envoyée. Donc, en résumant, donc l'onde, il se propage. Hein? Qu'est-ce qui se propage? C'est de l'énergie, son support, qui a une fréquence, qui a une longueur d'onde, qui a une fréquence, un nombre d'ondes. Ça veut dire que c'est une onde qui se propage dans une direction bien déterminée. Bien sûr, dans notre cours, la lumière, il va interagir avec la matière. Bien sûr, il y a des phénomènes qui sont très importants. C'est est-ce que la matière va absorber, donc, lors de l'attaque de choc entre la lumière, ou bien il va émettre de l'énergie. Donc, phénomène d'absorption et phénomène d'émission. On va l'expliquer par après. Très bien. C'est à partir de cette relation-là, si je connais lambda, je peux déterminer l'énergie, la fréquence et le nombre d'ondes, nu bar. Si je connais l'énergie, je vais déterminer, donc vous avez 4 relations qui sont liées par la relation de Planck-Einstein, bien sûr, Louis de Broglie. Très bien. Maintenant, voyons ce qu'il y a à l'intérieur, les régions, bien sûr, qui séparent. Maintenant, vous avez une gamme de longueurs d'onde qu'on peut la mesurer en kilomètres, qu'on peut la mesurer en nanomètres, qu'on peut mesurer en centimètres, etc. Donc, je vais essayer de vous donner les régions spécifiques de cette onde-là. Quand j'ai parlé de l'infrarouge, hein, donc il a une gamme bien déterminée. Une région s'appelle la région du spectre électromagnétique. Si je regarde ici mon spectre, d'une façon générale électromagnétique, elle est composée de plusieurs régions. Je vais essayer de donner les régions et je vais commencer par des régions comme ça. Donc, c'est les régions. Donc, voilà, ça, c'est les kilomètres. Donc, vous avez kilomètres, ça, c'est la région. Bien sûr, ici, la longueur d'onde, on va la mesurer en mètres. Ça va? Je commence par les régions radar. Radar et radio-radar. Ça va? Et puis, qu'il y a la région à côté de cette région. Bien sûr, je vais vous donner les domaines de valeur, la fourchette de l'intervalle d'appartenance de ces rayonnements radar. Bien sûr, il y a le micro-ondes. Il y a l'infrarouge. Il y a le visible. L'UV, bien sûr, après le visible, il y a l'UV. Hein? Et puis, les rayons X, les rayons gamma, les rayons cosmiques. Bien sûr, chaque domaine est spécifique à un processus bien déterminé. Par exemple, micro-ondes, qu'est-ce qu'il va faire? C'est rotation au niveau moléculaire. Rotation moléculaire, rotation de la molécule. Au lieu des molécules, rotation moléculaire, comme ça, une rotation moléculaire. L'infrarouge, son processus spécifique, c'est quoi? C'est la vibration moléculaire. Ça veut dire, si vous avez une double liaison, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il y a normalement stretching, ou bien élongation, ou bien raccourcissement de votre liaison. C'est vibration. C'est comme un ressort. Hein? Le visible et l'UV, ici, il est responsable de l'excitation des électrons à l'intérieur de la molécule.
Donc, excitation électronique. Donc, ça, c'est électronique. Donc, elle est responsable de l'excitation. Vous avez une molécule à l'état fondamental, un atome, il va être excité. Ça veut dire que ce sont les électrons qui passent d'un niveau à un autre niveau, soit ici c'est absorption. S'il y a émission, ça veut dire qu'il va passer d'un niveau plus haut vers un niveau plus bas, il y a émission. Donc, rayons X, bien sûr, vous connaissez, ils sont puissants. Si quelqu'un a une fracture ici, on peut déterminer le squelette. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une fracture ou non, hein? Les rayons gamma sont utilisés en radioactivité. Les rayons cosmiques sont très... Hein. Ici, la longueur d'onde, ici, elle est d'ordre croissant. C'est-à-dire, elle est plus grande, ça, c'est les plus petits. Hein. Ça, on les mesure en nanomètres. Un nanomètre est égal à 10-9 mètres. Qui est le picomètre, 10-12, etc. Donc les rayons cosmiques sont puissants. Quand je dis lambda est petite, l'énergie est comment? Elle est très élevée. Vu la relation, l'énergie égale à AC sur lambda. Plus lambda est petite, hein, l'énergie est grande. Lambda est petite, l'énergie est grande, et vice-versa. Hein. Donc ici, vous avez les radars radio et radar. Radio et radar, vous avez des fréquences qui sont relativement grandes. Ici, des fréquences qui sont grandes, mais des longueurs d'onde qui sont... ici, les fréquences sont petites, mais la longueur d'onde, elle est grande, la fréquence, elle est petite. Et l'énergie, elle est petite. Tandis ici, vous avez des énergies qui sont puissantes. Hein. Très bien. Voilà une idée sur le domaine de fréquence. Bien sûr, je donne plus d'illustrations. Voilà, vous avez les domaines, donc les régions radar et radio, c'est entre 3 km et 30 cm. Donc, domaine dial micro-ondes, hein, vous avez domaine entre 30 cm et 3 mm. Entre l'infrarouge, on a deux domaines. Il y a lointain et moyen et proche. Donc, comme vous voyez ici, il y a domaine qui est lointain de quoi? Lointain de l'UV et de visible. Proche de l'UV. Il y a ici moyen. Mais la fourchette dialo est entre 3 mm et 0,3 mm. Ça va? Et puis, on a le visible dans lequel la fourchette de valeur est comprise entre 700 et 300. Le visible est entre 300 et 100. Même moins. Ça dépend des appareillages, ça dépend de l'appareil utilisé pour l'analyse. Bien sûr, en ultraviolet, c'est rayon X, c'est 3 nanomètres jusqu'à 3 picomètres, ainsi de suite. Plus la longueur d'onde est petite, hein, plus l'énergie est très grande et puissante. Hein. Très bien. Maintenant, cette lumière est bien caractérisée. Cette lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va interagir avec la matière. Maintenant, on va l'utiliser par la suite pour déterminer le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Ça veut dire quoi? Je vais prendre ce rayonnement, je vais essayer de le... Donc je concrétise ou bien je schématise l'interaction. Je prends, dans une enceinte, je prends le gaz d'hydrogène et je l'interagis avec de la lumière. Bien sûr, il y a un dispositif physique, des lentilles, etc. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'écran. Qu'est-ce que je vois à l'écran? Donc, dans l'écran, je vois quelque chose comme ça. Il y a des écrans qui sont noirs, ça c'est l'émission, et des électrons qui sont clairs, c'est le phénomène d'absorption. Ça dépend de la nature de l'écran. S'il est noir, c'est phénomène d'émission. S'il est blanc, c'est absorption. Je vois qu'il est noir, le tableau il est noir. Donc j'aurai
automatiquement un spectre d'émission. Je vois des raies ici. Je vois des raies. Comme, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est la partie visible. Voilà les raies que je vois ici. Ce sont des raies, hein, voilà des raies qui sont colorées. Et donc, quand je dis raies colorées, ça veut dire que ce sont des raies qui appartiennent au visible, parce que mon œil voit ces raies-là. Donc, il y a différentes, donc bleu, vert, jaune, rouge, etc., violet, etc. Donc j'ai un spectre qui est mal expliqué. Comme j'ai un écran noir, ça veut dire que j'ai phénomène d'émission. Donc j'ai ici des raies. Bon, il faut interpréter ces raies. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez des valeurs, bien sûr, des raies qui sont, bien sûr, il y a une règle. Ça veut dire je connais la valeur de chaque raie. Il faut l'interpréter. Pour l'interpréter, donc les scientifiques n'ont pas pu expliquer ces raies. C'est le fameux spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Maintenant, les scientifiques, ils ont commencé à révéler, à déterminer, à caractériser, à évaluer ces raies. Qu'est-ce que c'est ça?